Bien, mes chers collègues, nous auditionnons maintenant M. Jean-Claude Trichet, gouverneur honoraire de la Banque de France. Monsieur Trichet, je vais vous astreindre au serment qui est habituel devant une commission d'enquête. Alors, Monsieur Jean-Claude Trichet, prêtez serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voulez-vous lever la main droite et dire « je le jure » ? Je le jure. Merci beaucoup. Je vous propose, connaissant parfaitement quel est l'objectif de notre commission, que vous preniez premièrement la parole pendant environ 10 minutes, un quart d'heure si vous le souhaitez, pour nous donner vos premières observations, vos premiers enseignements sur le sujet qui nous intéresse. Après quoi, je passerai la parole à notre rapporteur Éric Bocquet, éventuellement à mes collègues ici présents pour enrichir et poursuivre le débat. Monsieur Trichet, vous avez la parole. Merci de m'avoir convié à vous rejoindre. J'ai vu dans les questions qui étaient listées comme étant des questions d'intérêt pour votre commission qu'il y avait pas mal de questions tournant autour des causes de la crise financière internationale, mondiale que nous avons connue et que nous continuons, à vrai dire, à vivre en ce moment. Et donc j'ai pensé que dans l'introduction que vous aviez souhaitée, en 10 minutes, peut-être était-il utile que je vous donne disons les leçons provisoires d'ailleurs que je tire moi-même de ces événements que j'ai eu le privilège un peu triste de vivre aux premières loges, si je puis dire, avec quelques banquiers centraux internationaux comme le président de la Fed et les autres banques centrales des grands pays avancés, puisqu'il s'agit bien d'une crise des pays avancés, d'une crise des pays industrialisés. Et ce n'est qu'il y a 1 an et demi à peu près que j'ai quitté cette fonction qui me conduisait donc à vivre ce qui aura été historiquement la crise la plus grave des pays avancés depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui, dans ma propre analyse, aurait pu être la crise la plus grave depuis la Première Guerre mondiale si un certain nombre de dispositifs très audacieux et aussi bien de la part des banques centrales que de la part des gouvernements n'avaient pas été pris pour arrêter l'effondrement du système que nous avions progressivement créé. Donc vous voyez, je ne suis pas de ce point de vue-là très calme. Je crois que nous avons réellement vécu des événements et nous vivons des événements d'une gravité absolument exceptionnelle. Alors les causes de ce que nous avons vécu sont certainement multiples. Je note évidemment une dimension de dérégulation financière généralisée qui est née aux États-Unis mais qui s'est ensuite étendue à l'ensemble de l'économie mondiale et qui clairement reposait sur l'idée que les marchés étaient d'une manière générale, les opérateurs, l'ensemble des institutions et des agents économiques étaient capables d'identifier l'optimum. Ceci correspond à la théorie dite des marchés efficients qui avait été très renforcée au moment, paradoxalement peut-être, de la crise des dot-com, lorsque la bulle financière, les dot-com a explosé. Le fait est qu'en dépit d'un impact absolument considérable sur un certain nombre, dans un certain nombre de domaines, par exemple les indices du Nasdaq ont été divisés par 3, mais il n'y a eu aucune conséquence grave de nature systémique pour l'ensemble du système financier et pas non plus pour l'économie réelle. Donc cette crise avait été digérée de manière tout à fait aisée et elle avait renforcé certainement dans l'esprit des analystes, dans l'esprit des économistes, de beaucoup d'économistes, de la communauté internationale tout entière, le sentiment que le système qui s'était progressivement bâti était beaucoup plus solide, beaucoup plus résilient, comme on dit aujourd'hui, qu'on ne pouvait le penser.
Une autre dimension de la crise financière a été celle de la procyclicalité, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire de l'amplification à la fois des bulles et de l'effondrement, de l'éclatement de ces bulles par un certain nombre d'éléments dans le fonctionnement du système financier international, notamment les agences de rating qui ont joué un rôle procyclique, entre guillemets, important, des règles comptables qui ont également joué ce rôle, les agences de rating, les règles comptables et un certain nombre d'autres éléments amplifiant ce que nous savions bien être aussi au cœur de ces grandes oscillations de l'économie réelle et de l'économie financière, qui sont la spéculation, les esprits animaux, comme dit Keynes, et je crois aussi un certain nombre de propriétés émergentes du monde d'aujourd'hui qui sont liées aux transformations extraordinaires que nous avons connues sous l'angle financier du fait des progrès de la technologie, qui a permis de transmettre l'information en temps réel, sans coût, de faire des calculs extrêmement complexes à coût extrêmement faible, et qui ont donc permis aux grands marchés financiers ou aux grandes structures financières de vivre en symbiose avec des machines. Nous vivons tous d'ailleurs en symbiose avec des machines aujourd'hui, et ceci provoque un certain nombre de conséquences que nous n'avons pas encore pleinement mesurées parce que nous sommes dans une phase d'expérimentation. Au compte de ces causes multiples, multidimensionnelles de la crise financière, j'ajouterai évidemment la conversion universelle partout dans le monde à l'économie de marché, et donc l'interconnexion de l'ensemble des très grandes économies du monde, pas simplement les pays avancés qui étaient eux-mêmes déjà interconnectés, mais la Chine, l'ensemble du bloc de l'Est, qui ont évidemment eux aussi créé un certain nombre, disons, de caractéristiques de l'économie financière internationale qui étaient inexplorées puisqu'on ne les connaissait pas auparavant. Bref, ces causes multiples ont provoqué ce que j'observais moi-même il y a un instant comme étant une menace d'effondrement systémique. Et nous avons connu, je vous propose une lecture de la crise en 3 étapes, en 3 phases, en 3 épisodes. Le premier est la crise des subprimes, comme on dit dans le jargon, à savoir une découverte qu'un certain nombre de valeurs négociables étaient très très mauvaises, très médiocres, alors qu'elles étaient réputées très bonnes. Ceci s'est passé aux États-Unis. Et du point de vue de l'intensité de la crise, je crois qu'on peut dater le début de cette crise des subprimes, pour ce qui nous concerne les banques centrales, de la décision que nous avons prise à la Banque centrale européenne le 9 août 2007, lorsque, voyant que notre marché monétaire était totalement bloqué et ne fonctionnait plus du tout, nous avons décidé de donner de la liquidité de manière illimitée à taux fixe, c'était un taux de 4%, à l'ensemble des banques commerciales européennes. C'était la première grande décision dite non standard et elle a marqué le début de la crise financière internationale dans son premier épisode, celui des subprimes. 9 août 2007 jusqu'à 15 septembre 2008, fin du premier épisode et début du second épisode, Lehman Brothers dépose son bilan. Et là, alors, nous avons un épisode gravissime, celui de la menace grave et immédiate d'effondrement de l'ensemble du système financier. Effondrement non pas parce que Lehman Brothers avait d'innombrables canaux de communication avec l'ensemble des autres grandes banques ou grandes institutions financières au grand marché du monde, mais parce que l'ensemble des participants du marché, l'ensemble des institutions financières mondiales se sont dit en même temps, au même instant, si une grande banque de Wall Street peut déposer son bilan, alors c'est que tout le monde peut déposer son bilan, toutes les institutions, toutes nos contreparties. Et donc prenons immédiatement
les mesures appropriées pour éviter de se trouver nous-mêmes pris dans une tempête financière. Donc, rendons le plus liquide possible l'ensemble de nos actifs, changeons complètement notre horizon d'investissement, prenons en quelque sorte toutes les décisions que l'on peut prendre lorsque l'on redoute que tous les marchés soient interrompus à un moment ou à un autre, lorsque l'on redoute que toutes les contreparties, tous les partenaires avec lesquels on travaille ordinairement puissent eux-mêmes être défaillants. Comme ceci s'est passé dans l'ensemble du monde à peu près en même temps dans les quelques demi-journées qui ont suivi l'effondrement de Lehman Brothers, vous pouvez imaginer quelles en ont été les conséquences. Ce que j'ai observé moi-même au niveau européen, comme mes collègues, et notamment Ben Bernanke aux États-Unis et les autres collègues au Japon ou en Angleterre, nous avons donc observé sous nos yeux un effondrement ou une menace d'effondrement gravissime. On a évité cet effondrement. Il a fallu prendre des décisions très très audacieuses qui n'étaient dans aucun manuel et des décisions qui ne correspondaient pas à l'évidence à ce qu'on pouvait imaginer ou on avait pu imaginer dans des temps plus normaux. Ces décisions ne correspondaient à aucune décision aussi audacieuse et de cette nature prise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont été prises et elles ont évité l'effondrement du système. Évitant l'effondrement du système, elles ont évité ce qui aurait été probablement une grande dépression qui, dans mon esprit, aurait pu être plus grave que les événements que nous avons connus en 1929, tellement la rapidité de la contagion était grande et tellement la menace était grave et immédiate. On n'a pas eu la Grande Dépression, mais on a eu une grande récession au niveau de l'ensemble des pays avancés. J'ai mentionné les banques centrales et je suis prêt naturellement à revenir là-dessus, même si ce n'est pas votre sujet principal. Il faut que je mentionne les gouvernements, car il a fallu que les gouvernements eux-mêmes se mobilisent de manière tout à fait considérable. On a oublié d'ailleurs la mobilisation gouvernementale maintenant, parce qu'on a évité la catastrophe, et que cette mobilisation, heureusement, ne s'est pas transformée en sinistre trop grave ou trop important, mais il faut avoir les ordres de grandeur en tête pour éviter l'effondrement du système. Les pays avancés eux-mêmes, je prends quelques exemples en Europe, ont dû mobiliser des montants de risque du contribuable qui ont été de l'ordre de 50% du produit intérieur brut pour certains pays, 25% pour d'autres, 18,6% pour notre propre pays et plusieurs centaines de pourcents, à vrai dire, du produit intérieur brut pour ceux qui ont été les plus menacés, qui étaient dans la situation la plus grave. Ces chiffres sont très très impressionnants. Je pourrais citer des chiffres encore plus impressionnants puisque au moment absolument clé de la crise, au moment de son intensité la plus grande, en réalité, tous les chefs d'État et de gouvernement des grands pays avancés ont expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir de dépôt de bilan d'entreprises financières systémiques chez eux. Ils ont été crus et c'est ce qui a permis d'éviter l'effondrement du système. En termes de prise de risque, il ne s'agissait pas naturellement d'un risque légal, d'un risque juridique, mais en termes de prise de risque politique, entre guillemets, ceci correspondait à plusieurs centaines de pourcents du produit intérieur brut, puisque c'était en quelque sorte une garantie politique générale donnée en Allemagne, en Angleterre, en France, aux États-Unis, à des institutions financières dont les bilans eux-mêmes représentent plusieurs PIB ou un PIB avec plusieurs entités financières. Donc au total, des montants évidemment absolument colossaux. Alors nous sommes dans une situation complètement différente maintenant, naturellement. L'ensemble des décisions qui ont été prises et sur lesquelles je ne vais pas manquer de revenir en répondant à vos questions ont permis, je crois, d'avoir un système qui est aujourd'hui plus solide, beaucoup moins fragile, plus résilient,
même s'il faut rester très prudent et même si le temps n'est certainement pas à la complaisance, j'ajouterais que nous sommes en présence de mécanismes qui eux-mêmes ne sont pas encore expérimentés, mais à tout le moins, le sentiment est suffisamment plus confiant au moment où je parle pour que l'on puisse se placer dans un contexte complètement différent. On a complètement changé de paradigme depuis l'époque où il fallait sauver les grands établissements systémiques pour éviter l'effondrement et la Grande Dépression. Nous sommes maintenant au niveau de la réflexion internationale, des décisions ou des orientations prises au niveau mondial et au niveau européen, aussi bien qu'au niveau national, en présence de concepts comme si une entreprise financière a des problèmes, eh bien, il faut qu'on protège le contribuable, il faut que l'on organise soit le redémarrage de l'entreprise sur des bases saines, soit sa liquidation, et dans tous les cas, il faut mettre le contribuable en quelque sorte en dernier ressort et voir dans quel ordre on demandera des efforts aux différentes parties prenantes. Donc nous avons totalement changé la perspective et nous sommes maintenant dans une perspective, encore une fois, de liquidation organisée ou de reprise et de redémarrage organisé, avec des décisions qui viennent d'être prises pour certaines d'entre elles, en Europe en particulier, mais sur la base de concepts internationaux qui ont été discutés au niveau de l'économie mondiale, dans le cadre du G20, dans le cadre du Forum de stabilité, du Conseil de stabilité financière. Et au niveau européen, votre commission travaille au moment même où sont prises un certain nombre de décisions, ou fait un certain nombre de propositions précisément sur ces questions de supervision bancaire au niveau européen et de mécanismes de liquidation ou de résolution, comme on dit en anglais, au niveau européen. La dernière, d'ailleurs, mesure, enfin, le dernier point important est la proposition de la Commission qui ne fait pas l'objet d'un consensus du tout pour le moment, qui devra être discuté et qui porte sur l'institution d'un mécanisme d'examen du redémarrage, de la reprise et, le cas échéant, de la liquidation des institutions bancaires au niveau européen. La Commission vient de déposer sa propre proposition qui sera examinée normalement avant la fin de cette année. Monsieur le Président, je m'arrête là parce que je vois que je suis en train de dépasser les 10 minutes que vous m'aviez données et je suis prêt bien sûr à répondre à toutes vos questions.